C'est l'histoire d'un port baigné par l'océan Atlantique dans le sud du Maroc. Ici, la sardine est abondante. Les bateaux qui reviennent de la pêche rythment le quotidien d'une petite ville du bout du monde qui s'ennuie au milieu de rien. Difficile d'imaginer que Tarfaya a incarné la modernité technologique, l'audace économique, le défi humain, l'aventure. Seuls quelques anciens s'en souviennent. C'était dans les années 20. Tarfaya s'appelait alors Cap Juby. C'était une des escales essentielles sur la ligne de l'aéropostale. 80 ans plus tard, Cap Juby n'a pas perdu sa dimension mythique. Lorsque nous, enfin pilotes ou aviateurs, on passe par ici avec des petits avions ou des gros avions d'ailleurs, peu importe, d'une certaine manière, on a un peu l'impression d'être sur notre chemin de Compostelle à nous. C'est ça, cette ligne-là, c'est le chemin de Compostelle des aviateurs français et ça le restera pour toujours. L'aéropostale, un simple mythe, une péripétie qui fait vibrer le cœur des nostalgiques de cette époque où les avions étaient des machines rustiques et les pilotes des forçats des airs. Une histoire ancienne à enfermer dans le grenier des souvenirs sous une épaisse couche de poussière. Peut-être, mais ce n'est pas que cela. En ce début de XXIe siècle, c'est encore et toujours l'aéropostale qui, un jour par an, sort Tarfaya de sa torpeur et la fait revivre. Nous allons à Tarfaya et ça fait maintenant 20 ans que je retourne à Tarfaya, toujours avec le même plaisir. L'accueil des habitants de Tarfaya est particulièrement chaleureux. Et donc c'est toujours un vrai bonheur de se retrouver ici. Jean-Marie Audibert est chargé du transport aérien à l'aéroport de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une fois par an, il quitte les brumes de l'Atlantique Nord pour ses paysages désertiques. Jean-Marie Audibert est un des organisateurs du rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal qui emmène des pilotes amateurs sur les traces de l'aéropostale. Comme le veut l'histoire, le rallye se pose donc à Tarfaya, l'ancien Cap Juby. Mais à Tarfaya, cela fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'aérodrome, ni même de piste d'atterrissage. Alors, depuis 20 ans, Jean-Marie Audibert vient ici quelques jours avant pour remettre en état la piste qui va accueillir les 25 avions du rallye. À Tarfaya, donc, mon travail consiste à examiner l'état de la piste et ensuite vérifier si les avions vont pouvoir s'y poser dessus en toute sécurité. Et donc à cet effet, eh bien, s'il faut enlever du sable, nous enlevons du sable. Il y a des tas d'opérations à faire. Et puis en cela, je suis aidé par toute l'équipe technique de la commune de Tarfaya. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'industriel toulousain Pierre-Georges Latécoère fait le pari que l'aviation peut avoir un avenir commercial. Il crée une ligne régulière pour le transport du courrier et des passagers, vers le Maroc tout d'abord, puis jusqu'au Sénégal, avant de prolonger vers l'Amérique du Sud. Ces pilotes, aux âmes d'aventuriers, avaient pour nom Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. Le projet n'était pas évident. J'ai refait tous les calculs, disait Latécoère, mon idée est irréalisable, il ne nous reste qu'une chose à faire, la réaliser. Seulement, pour aller du Maroc au Sénégal, il fallait traverser les vastes étendues désertiques du Rio de Oro, administrée par l'Espagne, mais largement insoumise. Les Espagnols ne maîtrisaient que les alentours immédiats des quelques forts qu'ils avaient construits le long du littoral. Ce sont ces forts que Latécoère utilisera comme escale pour sa ligne. Dans les années 20, il n'y avait à Cap Juby que le fort, la maison des pilotes, un hangar pour les avions et quelques tentes de mort de l'autre côté des barbelés. Lorsque l'écrivain Joseph Kessel est arrivé ici en 1929, il fut frappé par la désolation de ce qu'il décrivit comme un minuscule rectangle blanc cerné par les dunes et l'eau. L'aéropostale faisait escale ici parce qu'elle bénéficiait de la protection du fort espagnol et aussi parce que les avions avaient une autonomie limitée. Ce qui reste du fort, il y a une tour qui reste et le reste ce sont des murailles qui ont été peintes, donc c'est un peu différent. Mais la seule tour qui reste, la tour d'angle,
Elle a été souvent photographiée par les pilotes de l'Aéropostale à l'époque. Du fort espagnol de Cap Juby, il ne reste aujourd'hui que quelques pans de murs livrés aux outrages du temps. Une partie est occupée par l'armée marocaine, l'autre est abandonnée, bientôt en ruine. L'endroit inspire de la désolation et un sentiment de gâchis devant un tel patrimoine totalement délaissé. Ces murs, rongés par les années, l'air marin, le sable du désert et la négligence, sont les derniers témoins d'une page de l'histoire du Maroc. Tarfaya est une petite ville sans charme de 5 à 10 000 habitants, envahie par un sable fin. Ici, on dit qu'il pénètre partout, y compris dans la coquille d'un œuf. Les rues, tracées au cordeau, sont souvent désertes. Parfois, glisse une silhouette colorée ou une carriole tirée par un âne. Les maisons faites de parpaings ont la forme de cubes. Derrière les portes métalliques, on imagine qu'existe une vie, mais on ne peut en être sûr. L'arrivée du bus quotidien d'Agadir constitue la principale animation de la Grande Rue. Ici, on est loin de tout. Même la route qui descend vers la Mauritanie ne fait pas le crochet, elle évite Tarfaya. Alors pas étonnant que le passage du rallye dans 2 jours soit vécu comme un événement. Première tâche pour Jean-Marie Audibert, aller voir dans quel état est la piste. Oh, ça a l'air bien, hein. J'ai envie de mettre les 2 ponts. À l'époque, ils utilisaient tout l'espace que tu vois là était utilisé. C'était du sable naturel et ils utilisaient tout cet emplacement-là. Bonjour. Bonjour, bien. Ça va? Ça va bien? Oui, très bien, oui. Voilà, c'est pour les travaux sur la piste. Il faut enlever... La piste mesure 700 mètres de long. Il faudra encore tracer l'axe avec de la chaux, mais cela, Jean-Marie Audibert ne le fera que quelques heures avant l'arrivée des avions. D'accord. Voilà, et comme ça, après, nous, on pourra rouler avec les voitures. Oui. Waha. C'est Waha, c'est... Merci. Alors là, nous arrivons devant la maison des pilotes, où il y a encore écrit au-dessus de la porte l'ATECOR. Cette maison a été nettement améliorée depuis qu'elle était utilisée par les pilotes, mais enfin, il subsiste encore donc le nom de la compagnie, la société l'ATECOR, sur le porche de la grande porte de la nouvelle. Antoine de Saint-Exupéry a été chef d'aéroplace à Cap Juby en 1927 et 1928. C'est dans cette maison, à la lueur d'une lampe à pétrole, avec une planche posée sur 2 barils en guise de bureau, qu'il écrivit Courrier Sud, son premier roman. J'ai passé des jours de cafard sinistre au fond d'une baraque pourrie, racontera-t-il plus tard, mais je me souviens maintenant d'une vie pleine de poésie. Dans le fort espagnol tout proche, une sorte de garnison pénitentiaire, les soldats et leurs prisonniers noyaient leur désespoir dans le vin et l'absinthe. Leur quotidien était aussi absurde et ennuyeux que dans le désert des Tartares. Saint-Exupéry avait sous ses ordres un adjoint et 2 mécaniciens. Il élevait des gazelles qui mangeaient dans sa main, un fennec, 2 singes à qui il lisait des vers de Baudelaire. Les distractions étaient rares. Heureusement, 2 fois par semaine atterrissaient à Cap Juby les avions chargés de sacs postaux. C'était ici, à mi-chemin entre Casablanca et Dakar, que se croisaient les courriers montants et descendants. Et c'était l'occasion pour Saint-Exupéry de rompre le cycle de l'ennui et de la solitude, le temps d'une soirée, avec les équipages de passage qui prenaient toujours soin d'apporter une bonne bouteille. Mermoz, lui, ne s'arrêtait que le temps d'une escale. « La vie est belle à Cap Juby », écrivait-il à sa mère. « Je suis toujours en tenue de sauvage, c'est-à-dire à poil. » Mermoz et Saint-Exupéry passaient des soirées entières à se lire leurs écrits, mais ils mettront 10 ans avant de se tutoyer. Aujourd'hui, les noms de Cap Juby et de Saint-Exupéry sont indissociables. Sadat aime se promener sur ces lieux chargés d'histoire.
Il sait tout ce que sa ville doit à celui qu'on appelait ici le grand marabout blanc. Antoine de Saint-Exupéry, c'est une figure qui est très célèbre, nous, on le remercie, même s'il est mort, mais chez nous, il est immortel. Antoine de Saint-Exupéry a vécu ici à Tarfaya pour 12 ans, ou bien 1 an et demi. Et il a écrit Courrier du Sud ici, il a été inspiré pour écrire Le Petit Prince ici. Je me rappelle quand j'étais un enfant, le chapeau et l'éléphant dans le chapeau. Ce sont des dessins particuliers. Les mots, je crois qu'il y a une phrase qui parle des difficultés, des obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie. Et c'est qu'à partir de ces obstacles qu'on peut définir nous-mêmes. Au début de Terre des Hommes, Saint-Exupéry écrit « L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle ». La première étape, c'est au niveau de l'arrivée des avions. C'est ça. Voilà. De l'aéroport de Tarfaya, avec la conférence de presse, il y aura une tente. Oui. Puis deuxième étape, c'est l'inauguration du musée, donc ici. Nous sommes à présent devant l'hôtel de ville avec les autorités de Tarfaya. L'autre tâche de Jean-Marie Audibert consiste à préparer la soirée que les pilotes du rallye vont passer ici. 25 avions qui arrivent, des 4x4, des journalistes, des invités, le gouverneur, des équipages à nourrir, à héberger. Tout cela demande un minimum d'organisation. C'était un peu long, effectivement. Oui. Ouais, c'est très bien, ce sera parfait comme ça. Direction le port à présent. Pour y entrer, il faut montrer patte blanche, en l'occurrence son passeport. Ouais, c'est là. Bonjour monsieur, ça va et vous? Oui, ça va. J'amène ces personnes là au port. Oui. C'est pour la manifestation, la grande fête qu'il va y avoir. Hein. Donc on va juste faire une... Tarfaya est la ville du Maroc la plus proche des îles Canaries. Elles sont à 130 km. Une proximité tentante pour tous les candidats à l'émigration qui veulent rejoindre clandestinement un bout de territoire espagnol. Le port est le lieu le plus animé de Tarfaya. Les bateaux viennent de rentrer, on décharge les sardines, du sel, de la glace, et elles sont aussitôt embarquées dans des camions frigorifiques. Divin. Le port de Tarfaya, c'est un peu comme si la ville reniait son passé. Aujourd'hui, elle est tout entière tournée vers la mer, alors qu'il y a 80 ans, c'est le ciel qui a fait Cap Juby. Sur le port, on a une vague idée de ce qu'a été l'aéropostale. Tous les Marocains attendent le rallye. Le rallye, c'est un joli. Les avions, beaucoup. On sait que déjà un pilote français passé au dehors de Tarfaya, il tombe sa avion. C'est ça qu'on connaît. Près de la plage, devant le fort espagnol, se trouve un drôle de petit monument. Une réplique de Breguet XIV très stylisée, édifiée sur un terrain dont le propriétaire n'est autre que Jean-Marie Audibert. Bien, nous sommes sur mon terrain, je dirais, mon terrain, puisque en 85, la municipalité de Tarfaya, qui avait l'habitude de me voir 2 fois par an, parce qu'à l'époque je venais 2 fois par an, m'a dit un jour, écoutez, nous allons vous faire un cadeau, puisque quand vous venez ici, tout vous va bien, vous ne vous plaignez jamais, vous êtes toujours content, donc on va vous faire un cadeau, on va vous offrir un terrain. Et nous avons eu l'idée d'y construire ce monument à la mémoire des pilotes de l'aéropostale, donc un sculpteur a sculpté symboliquement un Breguet XIV. Près de Tarfaya, tout le littoral est jalonné d'épaves de cargos échouées plus ou moins volontairement. À l'époque de l'aéropostale, c'était des épaves d'avions qu'on pouvait ainsi rencontrer. La ligne était dangereuse. Elle a fait un mort tous les 100 km. On ne se fait pas de vieux camarades, s'attristait Saint-Exupéry. L'aviation en était alors à ses débuts. Les moteurs n'étaient pas fiables, les équipements rudimentaires. Les pannes et les accidents étaient fréquents. Et en cas de problème, les sacs de courrier étaient secourus avant les pilotes. Le courrier d'abord, telle était la devise de la maison. Et puis il y avait le danger que faisaient planer certaines tribus morts, comme les redoutables Rgaibat. Des pilotes ont été tués, d'autres enlevés,
puis relâché après paiement d'une rançon. Mermoz vit une telle expérience en 1926, lorsque son Breguet 14, pris dans le mauvais temps, tombe en panne. Mermoz ne sait pas où il est. Alors, avec son interprète mort Attaf, il marche. Vers le sud tout d'abord, 30 km. Puis ils font demi-tour et reviennent dormir sous leur avion. On est au mois de mai, il fait chaud, leurs réserves d'eau sont à sec, ils boivent l'eau acide du radiateur. Le lendemain, Mermoz et Attaf repartent, vers le nord cette fois. Le désert est un enfer. Et ils tombent sur les redoutables hommes bleus. Assommé, ligoté sur un dromadaire, Mermoz est persuadé de vivre ses dernières heures. Il sera libéré quelques jours plus tard, contre paiement d'une rançon de 1000 pesetas. Béchir Ben Ahmed Haïdar, lui, fait partie d'une autre tribu, les Izerguines. Son enfance, il l'a passée à Cap Juby. Son terrain de jeu, c'était le désert. Ses distractions, voir les avions atterrir et décoller. Béchir, c'est cet enfant qu'on voit sur la photo, devant Saint-Exupéry. Les relations avec les pilotes étaient bonnes. Les tribus les protégeaient et les conseillaient. Ils avaient l'habitude de boire le thé ensemble sous la tente et ils se fréquentaient. Donc c'était vraiment une bonne relation. Un jour, un avion français est tombé à 35 ou 40 km au sud de Tarfaya. Et cet avion transportait des marchandises précieuses. Donc les Français ont demandé aux soldats espagnols de les accompagner jusqu'à l'avion pour les protéger. Mais les Espagnols ont refusé. Alors Attaf, un Izerguine, est venu et il a dit « Moi je vais avec eux ». Et il est parti avec ses amis français, des chevaux, des dromadaires, et ils ont pu rapporter la cargaison. Entre deux courriers, il arrivait à Saint-Exupéry de prendre un avion et de s'envoler vers l'est, dans des coins de désert connus de lui seul, ces oasis secrètes, là où le Sahara prend des allures de jardin d'Éden. Pour Saint-Exupéry, le désert ne fut au début que vide et silence, puis il apprit à le découvrir et à l'aimer, et noua avec lui une relation sensuelle, charnelle, fusionnelle. Le désert, pour nous, écrit Saint-Exupéry, c'est ce qui naissait en nous, ce que nous apprenions sur nous-mêmes. Saint-Exupéry lisait et écrivait beaucoup lorsqu'il était à Cap Juby. À Tarfaya, on est persuadé qu'un jour, il a rencontré ici un enfant, et que c'est cet enfant qui lui a donné l'idée d'écrire l'histoire d'un petit prince venu d'une autre planète qui lui demanderait de dessiner un mouton. Dans la nuit tombée sur Tarfaya, seule la rue principale frémit encore d'animation. Quelques échoppes, quelques cafés encore ouverts, dernier soubresaut d'une ville qui va s'assoupir. Et encore, l'ombre de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry est un homme célèbre et très bien connu dans notre région. On le sait aussi comme un écrivain français. Il a Le Petit Prince, La Terre des Hommes, etc. C'est difficile, le français du passé simple. Qui est très dur, ce n'est pas un français simple. Jean-Marie Audibert n'est pas loin, attablé avec ses amis. C'est l'heure des souvenirs. Et puis en arrivant chez le capitaine de l'armée, couscous. Encore. Et ouais, troisième couscous. Et puis alors, après le couscous, j'en pouvais plus. Et nous décidons de jouer au Scrabble, tu vois, tranquille pour dormir toute la nuit dans le petit coin que j'avais là, jusqu'au matin. Voilà. T'as raison, bien sûr. Et donc ça c'était ma première nuit de ma vie à Tarfaya et je l'oublierai jamais. La nuit des 3 couscous. La nuit des 3 couscous. C'est joli comme titre. Comme titre. Ouais, ouais.
Ce matin, c'est jour de marché à Tarfaya. Les rues s'animent. On fait des courses, on se retrouve, on palabre, on échange les dernières nouvelles, on passe un moment. Bachir Lardayem, que nous rencontrons chez le coiffeur, a 88 ans. Il habite ici depuis toujours. Son enfance a été bercée par les ronronnements de moteurs des Breguet 14. Les souvenirs de l'Aéropostale et de Saint-Exupéry restent très présents dans sa mémoire. Moi, comme d'autres enfants de Cap Juby, nous avons volé avec lui. 2 ou 3 fois, il nous a emmenés faire des tours dans son avion. Il était touché par la grâce de Dieu. Il était capable d'atterrir de nuit et beaucoup de gens ici l'appelaient Tarlil. Tarlil, ça veut dire l'oiseau de nuit. Justement parce qu'il atterrissait de nuit. C'était aussi un jeu de mots que nous faisions sur ce monsieur Saint-Exupéry, un grand homme. Plus le temps passe, plus les témoins et acteurs directs des exploits de l'Aéropostale se font rares, bien sûr. Nous en retrouvons un pourtant qui a côtoyé de près Saint-Exupéry. Boujma El Kadiri a été pendant 5 ans le gardien des hangars de l'Aéropostale à Cap Juby. Son travail consistait à entretenir les avions, vérifier l'huile, faire le plein d'essence. Il a aujourd'hui 108 ans et ne semble pas avoir vu le temps passer. C'était des gens bien. Mais comment ça se fait qu'ils ne travaillent plus? Cette compagnie, elle n'existe plus. Elle ne travaille plus. Elle n'est plus là. Et les pilotes? Il ne reste plus personne. Ils sont tous morts. Les pilotes qui travaillaient ici sont tous morts. C'était des gens bien. Les souvenirs s'envolent parfois comme des grains de sable dans le vent du désert. Mais Boujma El Kadiri se souvient bien du jour où il est allé en avion avec Saint-Exupéry jusqu'à Rabat. Je suis parti avec M. Syntex. Je suis allé avec lui à Rabat. Avant, c'était à Rabat que se posaient les avions, parce qu'à cette époque, il n'y avait rien à Casablanca. L'aéroport à Rabat était entre la route et la forêt. Mais est-ce qu'il existe encore? Parce qu'il n'était pas très bon. Alors il l'a remplacé par celui de Casablanca. Je suis parti avec lui et on a ramené plein de pièces de rechange, parce que c'était difficile d'en trouver ailleurs. Des roulements, des soupapes, des pistons, des pots d'échappement et plein d'autres choses. On est resté 2 jours et on est revenu. Aujourd'hui, impensable de voler dans cette région sans radio ni GPS. Mais à l'époque, les vols se faisaient à vue. Il y avait très peu d'instruments à bord des avions. Les pilotes volaient la tête en plein air et suivaient le rivage. Le rivage, un mélange d'écume et d'or pour Joseph Kessel, un trottoir interminable entre le Sahara de sable jaune et la mer Bleue pour Saint-Exupéry. Le Sahara d'un côté, l'Atlantique de l'autre, 2 mondes qui s'entrechoquent, 2 univers aussi déserts l'un que l'autre, la terre et l'eau, et à la verticale, comme de dérisoires funambules, les avions qui tracent leurs lignes. Des paysages somptueux, mais des conditions de vol qui pouvaient tourner au drame lorsque les avions étaient pris dans une tempête de sable et que les pilotes perdaient leur repère visuel, c'est-à-dire leur seul repère. On ne compte plus ceux qui ont percuté une dune, une falaise ou se sont abîmés en mer. Le sable de Cap Juby est chargé de sens et d'histoire. Marie-Vincente Latécoère en est persuadée. Pour la belle-fille du fondateur de l'Aéropostale, ce sable qu'elle ramasse dans une bouteille est le témoin des exploits accomplis par des hommes qui risquaient leur vie pour de simples sacs de courrier.
Oh, c'était l'exploit humain, comme tous les humains ont fait depuis qu'ils sont sur Terre. Aller toujours en avant, se dépasser. Comme maintenant vous avez des gens, ils seraient prêts à aller sur Mars. Vous savez, les êtres humains sont comme ça. S'ils ne se dépassent pas eux-mêmes, on dépérit. Et on périclite, c'est la décadence. Ça, c'est vraiment la philosophie de l'histoire. Et ils n'avaient pas peur, ils savaient qu'ils allaient à la mort, pas certaine, mais ça fait rien. Ils avaient donné un sens à leur vie. Et comme le disait Saint-Exupéry, ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. Saura-t-on un jour ce qui les poussait, tous ces pilotes, à risquer leur vie? Le sentiment de liberté, la volonté de se surpasser, la quête de la modernité, la fuite d'un monde qui avait révélé toute sa barbarie dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, la recherche d'un ailleurs forcément meilleur, sans doute un peu tout cela, mais surtout la volonté de se réaliser en tant qu'homme. « Je voudrais ne jamais descendre », disait Mermoz. Presque tous ont connu un destin tragique. Mermoz en 1936, Guillaumet en 1940, Saint-Exupéry en 1944. Les 3 mousquetaires de l'Aéropostale ont tous les 3 péri aux commandes d'avions tombés en mer. Le fort espagnol de Cap Juby n'est pas exactement le plus ancien bâtiment construit sur cette côte. Lorsque les Espagnols sont arrivés, il y avait déjà la Maison de la Mer. Étonnante construction, comme une forteresse jaillie des eaux. C'est un Écossais qui s'appelait M. Mackenzie qui a construit cette maison parce qu'initialement il commerçait avec les Marocains en venant en bateau. Il accostait ici sur la plage et puis les Marocains venaient acheter des marchandises qu'il leur livrait. Et les autorités marocaines lui ont dit « vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'accoster comme ça sur un pays, dans un pays, et puis de faire du commerce. Il faut que vous vous éloignez, il faut que vous soyez en mer si vous voulez faire ça. » Donc il y a ce petit îlot sur lequel il a construit cette maison. Et les Marocains alors prenaient leurs barques et allaient acheter les marchandises chez Mackenzie à cet endroit-là. Voilà, comme ça il était en règle vis-à-vis des autorités marocaines de l'époque. Ça date de 1800 et quelque chose, cette maison. La plupart des habitants actuels de Tarfaya sont originaires d'autres régions du Maroc et ils ignorent tout de l'histoire de Cap Juby. Les derniers vestiges que sont le fort espagnol et la maison des pilotes sont laissés à l'abandon et la piste n'existe plus. Quant aux livres, ils sont introuvables et de toute façon ici, beaucoup de gens ne savent pas lire. C'est pour combler ce vide que l'association Mémoire de l'Aéropostale installe à Tarfaya un musée qui retrace l'histoire de cette aventure. On donne la position, là, c'est parti. Un peu plus bas, voilà, top, monte un peu un poil. Cette exposition, en fait, le but c'est un musée, c'est une exposition permanente, donc elle est constituée de photographies, de textes et de tableaux et de maquettes, et puis on en fait don aux villes concernées. Voilà, donc on est en train de monter ça parce que c'est vrai que sur ces emplacements, il n'y avait, à part les lieux mêmes, rien pour rappeler cette histoire de façon détaillée, si ce n'est une tradition orale. Et on espère que ça permettra de conserver cette mémoire d'Aéropostale. Saint-Exupéry occupe une place de choix dans ce musée. Saint-Exupéry le pilote et Saint-Exupéry l'écrivain. Pour Bernard Chabert, dont le père était pilote à l'Aéropostale, ces 2 facettes sont indissociables. Je suis toujours très étonné de voir la puissance évocatrice de cet endroit. Et moi, plus ça va, plus je l'assimile à Saint-Exupéry. Et pas nécessairement Saint-Exupéry l'aviateur, mais Saint-Exupéry le gars qui a écrit le bouquin avec des majuscules, puisque le temps passe, mais on sait que le livre le plus lu, dirons-nous, de fiction, c'est quand même Le Petit Prince, et c'est ici qu'il a été conçu. Alors, sur la grande planète Terre, il y a un endroit où un type a trouvé l'inspiration d'écrire ce tout petit bouquin qui continue aujourd'hui encore à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires par an, qui a été traduit en 126 langues et qui est un bouquin universel.
Et ça confère à cet endroit une magie. Alors là, nous allons au bord d'une dépression dont Saint-Exupéry parle beaucoup dans Courrier Sud. Et les pilotes avaient pris l'habitude parfois de venir toucher les roues sur cette dépression. Malheureusement, c'est un leurre parce que c'est une croûte de sel. Et cette croûte de sel masque en fait l'osomètre qui est dessous et qui est extrêmement dangereuse. Nous l'avons survolé plusieurs fois pour faire comme eux, disons, tout simplement. Hein. Mais nous ne nous sommes jamais posés, hein, parce que ça c'est beaucoup trop dangereux. Notre objectif n'est pas de poser les avions dans des endroits trop dangereux. Survoler l'histoire, c'est déjà un privilège, je trouve, pour nous. Voilà. Les paysages que nous survolons sont les mêmes qu'à l'époque de l'aéropostale, les mêmes qu'il y a des siècles et des millénaires. Ici, au milieu des pierres et du sable, rien n'a changé. Entourée de falaises éloignées par endroits de plusieurs dizaines de kilomètres, cette dépression forme une immense cuvette au sud de Tarfaya et témoigne d'une époque vieille de quelques dizaines de millions d'années. Le Sahara était alors recouvert par un océan. Tarfaya attire régulièrement des passionnés de l'aéropostale, comme Jean-Claude Nivet, chef de cabine à Air France. Il nous invite à le suivre chez Sadat, qui a réuni quelques amis. Au sein de leur association, ils ont photocopié une traduction du Petit Prince en arabe pour les habitants de Tarfaya. Et bien évidemment, la discussion s'engage sur Saint-Exupéry. Il a su créer le lien entre deux cultures, la vôtre et la nôtre. Et le Maroc est un élément important dans toute cette aventure. Hein. Bien sûr. Par exemple, le bouquin de Samuel Huntington, le Clash des civilisations, il parlant d'une guerre entre les civilisations, une guerre entre les religions. Mais ici, vous êtes chez nous, nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Et c'est comme un bridge entre les deux, les civilisations. Et ça veut dire que nous sommes tous des habitants de ce monde et nous sommes quand même tous des êtres humains. Il n'y a pas de problèmes, il n'y a pas... c'est juste des problèmes idéologiques qui n'existent pas réellement. C'est juste, je sais pas, c'est juste dans les papiers, c'est juste dans les mémoires des extrémistes et pas chez la majorité du peuple. L'histoire peut nous faire réunir à nouveau. Voilà. Parce qu'on a une histoire commune et c'est... Je pense que ce qui est là, c'est par l'aviation et Saint-Exupéry et par tous les autres pilotes qui étaient là et tous les gens de la ligne. Mais finalement, on a une même culture et puis on peut s'entendre. Hein, on peut faire les choses ensemble. Et moi, c'est ce que j'aime. Ça va bien au-delà de l'aviation. Et c'est émouvant de l'écouter ensemble comme ça. Ça me va droit au cœur. La TCOR, accompagnée du pilote Lemaître, décolle de Toulouse le 8 mars. Leur mission, rejoindre le Maroc. Après un vol effectif de 11h45, l'avion se pose à Rabat. Le maréchal Lyautey est le premier à accueillir les messagers du ciel. Séduit, il débloque 1 million de francs d'aide postale à la jeune entreprise. Le pari est gagné. La nuit tombe tout doucement sur Tarfaya. Tout est fin prêt pour accueillir le rallye. Les tentes caïdales sont dressées devant l'hôtel de ville. C'est là qu'aura lieu la fête demain soir et que bivouaqueront les équipages. 4 épreuves vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire un QCM, écart de temps, temps imposé, et l'atterrissage de précision à Kazan. Comme il le fait chaque soir, Jean-Marie Audibert prend des nouvelles du rallye auprès des autres organisateurs. L'étape du jour a mené les avions d'Alicante à Casablanca après une escale à Tanger à la mi-journée. Demain, les participants vont découvrir le désert et ce qu'il reste de ce Cap Juby dont ils ont tant entendu parler. Ah, Georges Benecos. Ah, très bien, je suis content, tu le féliciteras de ma part. Très bien.
C'est bon. Allez, vas-y. On va la chaud maintenant. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cet axe-là? C'est pas le bon axe, ça? Ça n'a pas l'air bon, ça. C'est le grand jour. À quelques heures de l'arrivée des avions, la manche à air est installée. Elle indiquera au pilote le sens du vent. Reste à tracer l'axe central de la piste avec de la chaux. Tarfaya retrouvera alors le terrain d'aviation qui lui donnera pour quelques heures l'illusion d'être redevenu Cap Juby. Nous faisons des bandes de 6 mètres sur 30 de large tous les 10 mètres, de manière à matérialiser l'axe d'atterrissage pour les avions du rallye qui vont arriver cet après-midi. Car ils ne peuvent pas se poser ou trop à gauche ou trop à droite, et avec le risque de s'ensabler profondément et de parfois même passer sur... Merde, il n'y a pas assez d'espace entre les barres. Une fois que l'axe est matérialisé, c'est vraiment comme sur n'importe quel aérodrome de France et de Navarre. Je serais à Paris, ce serait exactement pareil. Nous sommes sur la piste de l'aéropostale, mais c'est toute cette étendue qui était utilisée pour les décollages et les atterrissages. Comme ce sont des avions qui avaient des roues de plus de 1 mètre de hauteur et des gros pneus à basse pression, ils ne s'enfonçaient absolument pas dans le sable. Donc ils n'avaient pas besoin d'un axe, parce que les avions d'aujourd'hui ont des toutes petites roues, et même avec des pneus basse pression, ils s'enfoncent profondément dans le sable. Et donc la première année, nous avons eu 6 avions ensablés au moment de se garer. Et donc il a fallu, alors pour un DR400 c'est 2 chameaux, pour un Cessna 406, 4 chameaux. On sait maintenant par rapport au poids de l'avion. Ça y est, la piste est tracée, la manche à air installée. Jean-Marie Audibert a revêtu sa tenue d'apparat. Bref, tout est prêt. Ou presque. Dès le début de l'après-midi, Tarfaya se prépare pour le spectacle. Ce sont des F1 de l'armée marocaine qui ouvrent le bal avant l'arrivée des premiers avions du rallye. Ça n'a pas été évident vu les conditions météo d'arriver ici et c'est un rêve pour tout pilote. Moi je suis professionnel et il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir ici. Donc c'est un peu le mythe quoi, en fait. Il faut dire que c'est exceptionnel. Ça me fait plaisir, c'est la 3e fois que je viens. C'est légendaire. On y pense toute l'année, je reviens. C'est superbe, effectivement. Quand le rêve devient réalité, c'est toujours magique, quoi.
On avait un gars qui faisait pour la première fois l'an passé. Il a mis un pied par terre, il s'est mis à genoux, les mains comme ça, il embrassait le sable en disant « Je suis à Cap Juby » et il pleurait. Il n'y a rien, c'est calme, c'est paisible, c'est indescriptible en fait. Je pense qu'on va pouvoir aller se recueillir dans le fond. Voilà, surtout aller chercher le petit prince. Comme disait Syntex, c'est au milieu de nulle part. C'est vraiment au milieu de nulle part. Putain, bien sûr. Et en plus, il rase. Là, ok, c'est bon. On peine beaucoup pour venir, hein. Vous savez, on souffre, hein. C'est dur de faire le trajet, de supporter des heures de chaleur, de pilotage et tout, mais quand on arrive ici, on oublie tout, on se sent totalement épanoui et puis heureux. Ce qu'on a fait, même une bête ne l'aurait pas fait. Plus fort, plus vite. Pied à droite. Pied à droite. Pied à droite. Voilà. Bah, ça n'a pas été facile à trouver déjà, et puis c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Allez, allez. On est grands gamins finalement tous, hein, tous les aviateurs je crois. Enfin, entre guillemets les aviateurs, les pilotes. Répète. Bien ensuite tu rappelles un vent arrière main gauche pour la 03. Affirmatif. Il y en a d'autres derrière toi? Répète. Répète. Oui, tu poursuis Mike, le vent est du nord pour 4 signes, légèrement de travers gauche. Charlie Mike. Nous, quand on est venu de France, on est passé à un endroit où on a été très très secoué. Et j'allais dire, dans l'histoire de l'Aéropostale, il y a plusieurs avions qui ont perdu les pilotes sous des rafales de vent parce que leur brêlage s'est arraché et le pilote a été éjecté de l'avion. Et il y a plusieurs avions qui sont tombés avec quelquefois le pauvre passager qui était dans l'avion et qui ne pouvait rien faire de toute façon, et le pilote qui n'était plus dans l'avion. Ce que faisaient à l'époque ces personnages de légende, c'était quand même assez costaud techniquement, quoi. C'est plus qu'émouvant, je crois que on a beaucoup de mal à réaliser qu'on puisse être là, dans une piste, en plein milieu du désert, aujourd'hui, alors que bon, les gens qui faisaient ça régulièrement dans le temps, du temps de l'Aéropostale, faisaient ça tous les jours ou presque, c'était leur travail quotidien, dans des conditions qui étaient certainement beaucoup plus compliquées, beaucoup plus terribles que les nôtres, avec des moyens encore beaucoup plus rudimentaires. Je ne vais pas dire que c'est la préhistoire de l'aviation, mais on n'en est pas très loin. Saint-Exupéry faisait de la régulation de trafic, c'est-à-dire qu'il programmait les vols, alors que moi, ma fonction ici, c'est de faire du contrôle à l'atterrissage et au décollage des avions, par radio. Lui ne faisait pas ce métier. Il était chef d'aéroplace, mais pas contrôleur. Voilà, c'était... Oui, Zulu Victor, Tarfaya 5, bonjour Pierre. Bien reçu, tu rappelles en vue pour la 03 en service. Tu es le dernier? Tout simplement l'envie de revivre ce qu'on a lu au travers des écrits, quoi, hein. Et c'est ça qu'on a envie de vivre avant tout. On ne se prend pas pour Syntex ou même Mermoz, qui étaient quand même des gens exceptionnels. Mais on est content de refaire un peu ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement. Beaucoup de modestie, sachant que nous, en plus de ça, nous avons des avions modernes, fiables, des avions avec un certain confort, on est à l'intérieur, on est protégé, on peut mettre du chauffage ou de l'aération, alors que ces gens-là étaient dans des avions la tête à l'air, avec toutes les conditions de bruit, de vent, de température et autres. Eh bien, félicitations et grand coup de chapeau à nos prédécesseurs. Et merci d'avoir défriché la ligne et de nous avoir permis de faire ce superbe rallye. Voilà. On comprend ce qu'ils ont fait beaucoup mieux en étant venus ici. Ça, c'est incroyable. Du pied à droite, du pied à droite. Depuis 20 ans que je fais ce travail à Tarfaya, c'est vrai que j'ai tendance à me comparer à Saint-Exupéry, le talent littéraire en moins. Le bagou en plus, peut-être. Mission accomplie. Tous les avions sont bien arrivés. Jean-Marie Audibert peut souffler. Pour la 20e année consécutive, il a dirigé les manœuvres d'atterrissage et tout s'est déroulé sans le moindre incident.
les cérémonies et les festivités peuvent commencer. Merci Alima d'avoir venu discuter avec nous. Il faut souligner, et je n'arrêterai pas de le souligner, la gentillesse, l'accueil chaleureux, l'amitié que me témoigne la population de Tarfaya. Ils vous tendent la main, ils vous tendent le cœur, et cela, ne l'oubliez pas. Peut-être la méthode Oliver aussi, je sais pas. Diamant d'Alençon est parrainé par une classe de CM1 d'un lycée d'Alençon. Et cette classe nous suit pendant le parcours grâce aux messages que je lui envoie tous les soirs par Internet. Et on reçoit en retour leurs messages et leurs questions et ça nous permet de leur répondre tous les jours. Le pied, hein. Tous les soirs, je renvoie le classement général, un petit résumé de l'étape qui est lui-même répercuté vers 148 journalistes destinataires qui le reçoivent sur leur mail pour les tenir informés et si ça les intéresse, évidemment, parler de nous dans leurs médias respectifs. La particularité, on la voit, vous l'avez vu hier, c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est d'éviter bien sûr les antennes en bout de piste, éviter également le survol de Tarfaya, du village lui-même, ce qui ne va pas être très très facile parce que le virage tout de suite après décollage, il sera... Pour beaucoup, la nuit a été courte. Au petit matin, tout le monde se retrouve sur la piste. Le rallye poursuit son chemin. On prépare l'étape du jour vers Laayoune, puis Darla, l'ancienne Villa Cisneros, où l'Aéropostale avait là aussi aménagé une escale à l'ombre d'un fort espagnol. Cap Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne un peu plus loin,
Le sort de ces escales du désert fut scellé le 11 octobre 1927, lorsque Mermoz relia Toulouse à Saint-Louis du Sénégal, sans se poser, après un vol de 23 heures. Dès lors, l'Aéropostale n'avait plus aucune raison de maintenir ses escales au milieu de rien. En ce matin d'octobre, Tarfaya s'apprête à redevenir Tarfaya et l'Aéropostale un souvenir. Le sable du désert va reprendre petit à petit possession de la piste jusqu'à l'année prochaine. Restera le souvenir d'une singulière aventure humaine sous le regard d'un petit prince perché là-haut sur son étoile, à moins qu'il ne soit tout près d'ici, dans le désert.